Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la quotidienne de la bataille de Paris, l'émission qui décrypte chaque jour l'actualité des élections municipales de la capitale. Au programme aujourd'hui, les Parisiens savent-ils vraiment pour qui ils votent? On a testé leurs connaissances en leur proposant des mesures des différents candidats et vous allez voir, le résultat est loin d'être évident. Nous reviendrons également sur les différences souvent méconnues entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement. Pour nous éclairer, Blanche Dufay sera avec nous sur le plateau. Et enfin, direction le boulevard Saint-Michel, figure de la rive gauche, aujourd'hui en perte de vitesse avec des boutiques qui ferment les unes derrière les autres. Comment expliquer ce déclin d'un des axes les plus fréquentés de la capitale? Nous sommes allés sur le terrain. Mais pour commencer, place à l'actualité et aux dernières prises de parole des candidats à la mairie de Paris. Hier soir, BFM TV diffusait le grand débat du second tour opposant Emmanuel Grégoire, Rachida Dati et Sophia Chikirou. Mathilde Henry-Chanson, bonjour. Bonjour. Alors vous avez suivi ce débat, expliquez-nous, que faut-il retenir de cette ultime confrontation avant le scrutin? Alors pendant près de 3 heures, en direct, les 3 candidats en lice pour la mairie de Paris se sont livrés à une confrontation inédite. L'impression globale est la suivante, un affrontement de personnes plutôt qu'un débat d'idées. En exergue, des dossiers brûlants qui ont créé le malaise. Rachida Dati a déploré le bilan catastrophique de la ville de Paris. Elle a aussi ajouté qu'Emmanuel Grégoire en était donc responsable, tout comme il serait à l'origine du plus grand scandale français pédocriminel dans le périscolaire. Un sujet revenu plusieurs fois lors de la soirée. En contrepartie, le candidat de la gauche unie a lui aussi remis en question la probité des 2 candidates qui l'entourent en ajoutant « Je suis face à 2 femmes qui vont au correctionnel ». Sophia Chikirou a dénoncé l'attitude virulente du parti d'Emmanuel Grégoire envers LFI. Elle a ajouté « Ariel Veil, qui est proche de vous, qui était maire de Paris Centre, dit plutôt perdre Paris que s'allier avec LFI ». Ça sonne un peu comme plutôt Hitler que le Front populaire, d'ailleurs, cette phrase. Emmanuel Grégoire a lui répondu qu'il ne souhaitait pas une équipe qui instrumentalise la brutalisation et a indiqué « Ce soir, je n'ai qu'une seule adversaire, c'est Rachida Dati. Pour la simple raison, c'est que dimanche, les Parisiennes et les Parisiens auront à choisir entre Rachida Dati et moi pour être maire de Paris. Aucune autre option, évidemment, n'est possible compte tenu des résultats du premier tour. » Mais dans une période où la droite n'a jamais semblé aussi proche d'accéder à la mairie de Paris, Sophia Chikirou se voit comme une vraie solution de rupture. Selon ses termes, l'obsession de Rachida Dati est de couper dans les budgets du service public. Sur ce sujet, Emmanuel Grégoire a ajouté que voter pour Rachida Dati serait un retour en arrière. Avec ces mots, il dit « Ce serait donc le Paris du tout-voiture, une capitale réservée aux plus aisés ». En bref, ce furent 2h43 de débat où les 3 candidats se sont rendus les coups et ont déterré de vieilles querelles, laissant une impression de brouhaha. Donc Mathilde, après le débat d'hier soir, ils ont aussi enchaîné ce matin avec beaucoup de matinales, notamment à la radio. Est-ce qu'ils ont essayé de clarifier des choses sur le débat d'hier ou d'ajouter quelque chose? En effet, les candidats ont continué sur la lancée. Emmanuel Grégoire, au micro de France Info, monte d'un cran en accusant le président de la République d'être intervenu dans le retrait de la liste de Sarah Knafo pour favoriser l'élection de Rachida Dati. C'est d'ailleurs des propos qui vont être contredits plus tard par l'Élysée. Sur RTL, la candidate LR est venue clarifier une nouvelle fois sa position quant à Sarah Knafo. On l'écoute. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire d'alliance avec elle, c'est une réalité. Et donc, aujourd'hui, quelle est ma liste? Avec des élus de Renaissance, Horizon, l'UDI, le MoDem, la société civile, la droite républicaine. Voilà les personnes, quels sont les colistiers. Pour vous, la digue est infranchissable avec le Rassemblement national? Ça a toujours été notre politique. Ça a toujours été notre politique. Sophia Chikirou, quant à elle, a fait face à Marc-Olivier Fogiel pour rappeler qu'elle doit être considérée comme la véritable alternative pour ces municipales. On connaissait les échanges agités entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. On découvre désormais un trio qui se livre volontiers aux approximations et aux invectives. Merci beaucoup Mathilde pour ce décryptage. On le voit à quelques jours du second tour, les candidats multiplient les prises de parole pour convaincre, mais encore faut-il que les électeurs s'y retrouvent. Dati, Grégoire, Chikirou, leurs propositions sont-elles vraiment identifiées par les Parisiens? Gauthier Cruchaudet et Eldrick Mescart ont soumis aux habitants plusieurs mesures issues du programme sans leur dire qui les proposait. Vous allez voir, le résultat est assez surprenant. Regardez. Non, c'est sûr, parce que ça n'a aucun sens, ça peut se prêter à beaucoup de choses. De la glace anti-rat et des pièges écologiques connotés. Paris, hôtel de ville. Dans 3 jours, le nouveau maire y prendra place. Mais les Parisiens connaissent-ils vraiment les propositions de leurs candidats?
le métro 24 heures sur 24, comme à Londres, à Berlin ou à New York. Non, sociopolitique spécialement. Je dirais... Oui, c'est Grégoire, je vais dire. Emmanuel Grégoire. Shigeru ? Non. Grégoire. Ah ouais. C'est une mesure qui serait plutôt pas mal parce que ça on peut se déplacer de tout temps. Lancer un plan anti-rat avec de la glace carbonique et des pièges écologiques connectés. Ok, je dirais que c'est de la glace anti-rat et des pièges écologiques connectés. C'est Grégoire parce qu'il y a les écologies. Bati ayant les dents très longues qui traînent par terre, elle fait des concurrences avec les rats, donc c'est Bati. Non, c'est Bati. Ouais. Ah vache. En même temps, ça a l'air spécial. C'est des pauvres petits rongeurs, c'est pas dramatique non plus. Mais c'est vrai que quand on se promène avec des enfants dans un jardin, il n'y en a pas. Dans une élection aussi importante au niveau national que celle de la mairie de la capitale, certains font leur choix en fonction de l'étiquette politique plutôt que des propositions. Je vote contre Bati parce que j'ai pas envie d'être dirigé par une escroque de droite. Shigeru, dernièrement, mes sympathies pour la France insoumise ont pris un coup. Selon un sondage OpinionWay paru début mars, 51% des Parisiens attendent une action du maire en matière de sécurité, 44% en matière de propreté et 38% pour le logement. À l'image du plan anti-rat de Rachida Dati, chacun rivalise de propositions pour se démarquer. Encore faut-il qu'elles atteignent les oreilles de leurs électeurs. Ce reportage pose aussi une vraie question. Au fond, est-ce que les Parisiens savent vraiment pour qui et pourquoi ils votent ? Il faut dire qu'à Paris, le système n'est pas le plus simple. Contrairement à d'autres villes, on ne vote pas uniquement pour le maire de Paris, mais aussi pour les arrondissements de la ville. De quoi s'y perdre un peu. Alors, pour bien comprendre qui fait quoi, Blanche Dufay est avec nous ce soir. Bonjour Blanche. Bonjour Joris. Alors, éclairez-nous un peu sur le sujet. Quelles sont les différences entre ces deux fonctions, Blanche ? Eh bien écoutez, Joris, c'est le principe du double scrutin à Paris. On n'élit pas seulement un maire, on en élit deux. Son maire d'arrondissement et un maire pour la ville entière. Rapide détour historique, pour rappel, le maire de Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe que depuis 1977. Avant ça, la capitale était directement gérée par l'État via un préfet. C'est la loi PLM Paris-Lyon-Marseille, votée en 1982, qui vient organiser tout ça et donner une vraie importance aux arrondissements. Mais alors, concrètement, comment ça marche ? Même si Paris est l'une des plus petites capitales d'Europe, elle compte plus de 2 millions d'habitants répartis dans 20 arrondissements et forcément, chacun a ses enjeux, chacun a ses priorités. Le maire de Paris, c'est un peu le chef d'orchestre. Il prend les grandes décisions, logement, transport, environnement, grands projets urbains, bref, tout ce qui concerne la ville dans son ensemble. Et c'est lui qui représente Paris en France comme à l'international. On peut prendre comme exemple la maire sortante Anne Hidalgo. Elle a interdit la circulation des voitures sur les berges de Seine pour réduire la pollution et rendre cet espace aux piétons et aux cyclistes. Mais à côté de ça, chaque arrondissement a son propre maire. Et là, on est dans le concret, on est dans le quotidien. Les écoles primaires, les crèches, certains équipements culturels, la vie associative ou encore l'état civil. Par exemple, le maire Ariel Veil, maire des 3 premiers arrondissements, a fait des mesures très locales sur la gestion des nuisances sonores ou encore sur la végétalisation de l'espace urbain. Donc si je comprends bien, le maire de Paris a une résonance plus nationale et internationale, mais ceux qu'on voit le plus dans la capitale, ce sont donc les maires d'arrondissement. Exactement, ce sont les interlocuteurs de proximité. Si vous avez un problème dans votre rue, une question sur une école ou une animation de quartier, c'est vers votre mairie d'arrondissement que vous devez vous tourner. En revanche, dès qu'on parle de grandes décisions, créer une piste cyclable à grande échelle, lancer un projet urbain ou lancer une nouvelle ligne de métro, là, ça dépend de la mairie centrale. Et attention, point important, les maires d'arrondissement ne sont pas vraiment indépendants, ils travaillent avec le maire de Paris et appliquent aussi les décisions prises à l'échelle de toute la ville. Merci beaucoup Blanche pour cet éclairage qui permettra aux téléspectateurs de voir plus clair à l'approche du second tour. Autre endroit encore flou par contre de la ville, le boulevard Saint-Michel, à cheval entre le 5e et le 6e arrondissement de Paris. Il voit ses boutiques fermées les unes après les autres. 15 à 20% des locaux seraient d'ailleurs vacants, selon l'atelier parisien d'urbanisme, un symbole des transformations du centre de Paris qui inquiète commerçants et riverains. Alors comment enrayer ce déclin et qu'attendent les commerçants des futurs maires d'arrondissement ? Jacques Delabarthe et Blandine Desjars sont allés sur place. Tags, panneaux de mise en location, restaurants fast-food.
En 10 ans, le visage d'une des rues les plus emblématiques de la capitale a changé. Partagé entre le 5e et le 6e arrondissement, le boulevard Saint-Michel se vide de ses commerces. Installée depuis 1897, la boutique Les Parapluies Simon est l'une des rescapées. Mais l'entreprise familiale tenue par Chantal et son mari n'échappe pas aux difficultés. On essaye de tenir dans ce mouvement alors que tout le boulevard est en train... Les loyers sont chers. Tout est en train de basculer et ça a été très vite, ça s'est accéléré avec la Covid. Toutes les sociétés qui étaient ici, les Minelli, Salamander, des grandes marques comme que vous connaissez, Princesse Tam Tam, je sais pas moi, il y en a, ils étaient sur le boulevard, mais ils sont partis. Une récente étude de l'Agence parisienne d'urbanisme révèle une hausse du nombre de locaux inoccupés. Une augmentation de 16% entre 2017 et 2025. La faute au loyer trop élevé. Il s'élève entre 4 000 et 7 000 euros par mois. Un prix exorbitant. Aujourd'hui, des potentiels locataires changent d'avis. Parce que là, tous les locaux qui sont alloués, il y a une tonne de gens qui s'y intéressent. Moi, j'ai plein de gens qui sont venus me demander mon local, mais quand ils voient le prix du loyer, ils font machine arrière, quoi. Mais la faute aussi au manque d'attractivité. Chloé a ouvert en octobre dernier une petite boutique de souvenirs. Pour cette ancienne commerciale, le potentiel économique du boulevard est mal exploité. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je montais, que je descendais, j'étais en dépression, quoi. C'est-à-dire que j'ai rien à regarder. J'ai rien qui me donne envie de rentrer. Donc voilà, et puis surtout amener une façade qui est ultra colorée pour attirer les gens. Parce qu'en fait, ils font tous les mêmes façades, les gens. Tout est noir, basique. Et puis surtout dire à la maire qu'elle donne l'occasion aux commerçants, voilà, qu'on puisse déballer. Parce que moi, pour l'instant, ils ne m'autorisent pas à déballer. Et c'est ce qui anime aussi le quartier sans en abuser. Mais avoir deux petits trucs dehors, histoire que ce soit vivant. Puis surtout, il y a largement la largeur du trottoir pour que les gens passent, quoi. Les mairies des 2 arrondissements font face à un enjeu, mais la mairie de Paris aussi. Redonner au boulevard son ancien éclat. Avant de nous quitter, nous recevons une dernière personne sur le plateau, Alexis Bragard, rédacteur en chef de la presse écrite pour la bataille de Paris. Bonjour Alexis. Bonjour Joris. Alors Alexis, quels vont être les gros titres de ce jeudi 19 février ? À 4 jours de la fin du second tour, l'actualité a été très riche pour notre site La Bataille de Paris, notamment en reportage, avec tout d'abord un papier de Marie Bellé qui s'est rendu pas très loin d'ici, à Issy-les-Moulineaux. D'ailleurs Joris, est-ce que vous connaissez la particularité de cette commune ? Alors la particularité, non, je connais juste de nom. Il s'agit qu'elle est dirigée par un certain André Santini depuis 46 ans. Un maire qui est aujourd'hui âgé de 85 ans et qui a fait campagne depuis un hôpital en fauteuil roulant avec une seule réunion de campagne. Je vous conseille d'aller voir son reportage car il a fait un score assez incroyable au premier tour en dépit des circonstances et de ses raisons de santé. Je ne vous en dirai pas plus, mais petit spoiler, il est toujours adoré par sa population. Si Marie n'a pas pu suivre André Santini pour des raisons de santé, Félix Le Guyadère, lui, a pu suivre le candidat parisien. Tel une petite souris, il s'est glissé dans les pattes de Karim Jadi, candidat PS à la mairie du 17e arrondissement. Arrivé 2e derrière Geoffrey Boulard avec 19,6%, il tente d'enclencher une dynamique de remontada. Et il ne compte pas 6 km dans une journée. Rien que ce mercredi, il en a fait plus de 23 000. Une obligation pour un personnage qui a plusieurs journées en une. Et entre tractage, collage et rencontres avec ses habitants, il arpente les rues de 8h à 23h. Bref, si vous avez envie de vivre un vie ma vie avec un candidat, l'article de Félix Le Guyadère vous conviendra parfaitement. Est-ce que vous avez encore un dernier article pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui ? Oui Joris, j'ai quelque chose pour vous, un article sur le débat d'hier soir sur BFM TV entre les 3 candidats à la mairie de Paris. Kitry de Prémini s'est intéressé à ce sujet avec une seule idée en tête, savoir si quelqu'un avait gagné ce débat. Emmanuel Grégoire a plutôt joué une carte défensive, ce qui n'est pas le cas des 2 autres candidats qui n'ont pas hésité à sortir les griffes pour montrer les différences entre les programmes. Sans surprise, pas de vainqueur par KO, mais il y a un gagnant au point. Et on ne vous le révélera pas. Pour connaître l'heureux élu, il suffit juste d'aller sur le site de la Bataille de Paris. Merci beaucoup Alexis pour toutes ces informations. C'est déjà la fin de cette quotidienne de la Bataille de Paris. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Merci également à toute la rédaction mobilisée pour cette émission, ainsi qu'un Jean Bosco Herbin et Tom Chadefaux à la régie. On se retrouve dès demain, même heure, même chaîne, pour la dernière de la semaine avec Blandine Desjard. Bonne soirée à tous.